Un matochard dans le jargon, chirurgien de l'acier, les magiciens du désert. Les chirurgiens de l'acier, Ouais. excellent. Des gars qui sont capables de réparer des vabes au milieu du désert avec un bout de chewing-gum. Et c'est true story. Tu m'as parlé aussi d'une anecdote où le Pax avait installé un dossier en bois, une P4. Oui, Le P4 qui est la Jeep oui. increvable des années Ouais. 80 de l'armée de terre, il y a toujours un code d'honneur d'un côté ou de l'autre, même chez les méchants. même chez les C'est méchants. pour ça que même les troupes de marine ont un code d'honneur. Avec cette volonté aussi de montrer qu'aujourd'hui, un vétéran, il peut avoir 25 ans à peine, avoir eu 2 rotations au Mali, potentiellement une action de feu. Donc ce qu'on voulait, c'était un petit peu dépoussiérer cette image, tout en conservant bien sûr nos anciens. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Guerre et littérature. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de m'entretenir avec Guillaume Elkany. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, Guillaume, avant qu'on commence cet entretien, la question traditionnelle, quels sont les derniers livres que tu as lus? Eh bien, ça tombe bien, parce qu'ils sont juste là. Du coup, les derniers livres, alors c'est La Voix du soldat, de mon ami et camarade Mayol B, que j'ai revu récemment, et du coup je voulais relire l'ouvrage juste avant, où on suit son parcours de son engagement au 8e RPIMA jusqu'à la vallée d'Uzbin, mais ensuite on le suit encore sur de la protection, de la sécurité privée au Yémen, de la sécurité à bord de navires face aux pirates, et enfin dans le commerce de l'or en Afrique. Donc Excellent. un parcours assez complet. D'ailleurs, personnage que j'avais eu l'occasion de rencontrer Oui. lors d'une certaine soirée au Roadhouse qui Voilà. s'était finie de manière assez tardive. Voilà, ou tôt, selon les points de vue. Et l'autre, c'est Attendez ici terminé, donc édité chez Pierre de Taillac, du colonel Uchida. Et c'est un récit sous forme de nouvelles, avec également des illustrations d'Arthur Cohn. Et on suit ces Japonais qui ont continué à combattre après la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 70. Et c'est assez fou. Et l'ouvrage est très fluide et très plaisant. Oui, c'est ça, c'est un Japonais qui était tout seul dans la jungle, qui Ouais. refusait de croire à la défaite du Japon. Tout à fait, quelque il chose comme pensait que ça. c'était de la propagande américaine qui annonçait la victoire des Alliés et la fin de la guerre. Et ils étaient encore plusieurs, au fur et à mesure, de moins en moins, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, ou en tout cas très peu. C'est très Highlander, ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est un petit peu Highlander, ça plaira au colonel s'il nous regarde. Mais non, voilà, deux livres récemment lus, que je recommande chaudement aux spectateurs. Et d'ailleurs, j'espère pouvoir recevoir l'un et l'autre sur la chaîne à l'occasion pour qu'ils puissent en parler tous les deux. Avant qu'on continue cette interview, déjà un grand merci au détachement alsacien du 6e Wehrmacht qui nous prête gracieusement ses locaux, sa salle d'honneur où nous nous trouvons actuellement. Vous avez de très beaux objets, et notamment un qu'on voit difficilement ici derrière les livres, mais qui est un fusil chasse-peau, que je vous montrerai tout à l'heure à la caméra. Fusil chasse-peau qui est un fusil emblématique de la guerre de 1870. Oui. D'ailleurs, tout le quartier ici, ça s'appelle le quartier chasse-peau. Oui, tout à fait. Donc, encore merci à eux de me prêter leurs locaux. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Eh ben oui, alors moi je suis officier, enfin j'étais encore jusqu'il y a peu officier français d'active de l'armée de terre. J'ai basculé civil depuis quelques mois et j'ai servi ici en fait. C'est aussi pour cela qu'on se retrouve ici aujourd'hui au quartier Chassepot, en tout cas au 6e Wehrmacht, en tant que lieutenant-chef de section, officier adjoint et commandant d'unité. Et j'ai eu la chance d'évoluer dans l'arme du matériel, dans la maintenance opérationnelle, en France comme à l'étranger, au Liban, avec l'ONU, au Mali, puis sur Sentinelle, dans un autre domaine, comme beaucoup de camarades et beaucoup de militaires français. Ce qu'on appelle un matochard dans le jargon. C'est ça, un matochard dans le jargon. Alors, ils ont plein de surnoms très chouettes et absolument pas galvaudés, comme les chirurgiens de l'acier, les magiciens du désert. Les chirurgiens de l'acier, Ouais, excellent. c'est pas mal. On retrouve à chaque fois ce côté un peu poétique de l'armée française et en même C'est temps vrai. très terre à terre, très pragmatique. Ouais, c'est vrai. qui Ouais, rentre ouais. dans le- Qui est tout de suite très, très visuel en fait. Ça percute. Des gars qui sont capables de réparer des vabes au milieu du désert avec un bout de chewing-gum. Et c'est true story. Avec un bout de chewing-gum. Ouais, avec un bout Excellent. de chewing-gum, enfin un petit peu plus, dont un bout de chewing-gum. Et bon, ça c'était vraiment au tout début du Mali. Tu m'as parlé aussi d'une anecdote où le Pax avait installé un dossier en bois, une P4. Oui, Le P4 qui est la Oui, Jeep oui. increvable des années Ouais. 80 de l'armée de terre. Il y en a encore dans l'armée de terre. Hein. C'est ouais, tout un à peu fait. les Ouais. dinosaures du régiment, mais tellement pratique, tellement utile et tellement incassable, globalement. C'est ça, et puis du coup, on retrouve dans la maintenance des savoir-faire très divers. Donc il y a tout ce qui est technicien, mécanicien, approvisionneur, et puis aussi des métiers qui disparaissent, qui sont presque de l'art en fait. C'est des artistes, des bourreliers et des menuisiers.
C'est Mmh. vrai qu'au lieu de commander parfois, enfin, quand on ne peut pas recevoir une pièce industrielle et qu'il faut absolument que le véhicule reparte, s'il est possible de fabriquer quelque chose, et par exemple en bois et que ça s'y prête, Mmh. notamment pour cette P4, ça fonctionne bien, ouais. Alors donc ça, c'est un peu la 1re partie, on va dire, de ton parcours. Il y a Oui. une deuxième partie, qui vient un peu plus après, c'est Vétérans de France. Est-ce que tu pourrais Oui. présenter Vétérans de France, justement? Vétéran de France, oui, alors c'est Louis Saillant, c'est mon camarade Louis Saillant donc qui a fondé, créé, cette association. Maintenant, il y a un petit groupe, hein, une petite dizaine de personnes qui Mmh. qui œuvrent et au départ, c'est, une chaîne YouTube avec des témoignages de vétérans, avec cette volonté aussi de montrer qu'aujourd'hui un vétéran, il peut avoir, 25 ans à peine, avoir eu 2 Mmh. rotations au Mali, potentiellement une action de feu. Donc ce qu'on voulait, c'était un petit peu dépoussiérer cette image, tout en conservant bien sûr, nos anciens. On a des gens qui ont fait l'Indochine, qui nous ont rejoints. Il y a des gens qui étaient à Marignane avec le GIGN. Donc voilà, il y a tout un spectre Mmh. de théâtre et de dates qui se mélangent dans les interviews de vétérans de France. C'est des interviews un petit peu à l'américaine, on pourrait dire les Mmh. mauvaises langues. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de percutant, de visuel. Nous, on est complètement gommés, donc on voit juste le témoin s'exprimer avec voilà, une musique qui va bien, au moment qui va bien, les images d'archives qui vont bien. Mmh. Et c'est souvent extrêmement poignant, passionnant. Et l'idée, c'était de vulgariser le propos et de l'offrir au plus grand nombre. Et quel meilleur vecteur que le numérique et YouTube pour Complètement, ouais. toucher un public vraiment très large. On voit d'ailleurs qu'on a beaucoup de personnes assez jeunes qui suivent les vidéos, donc c'est très encourageant. Et Mmh. on ne pensait pas que ça fonctionnerait aussi bien et aussi vite. Qu'en 3 ans, on a déjà atteint voilà, plus de, je crois, 118 000 abonnés. Sur les réseaux, ça se développe bien. Un ouvrage est sorti. On a participé à des activités avec l'institution, d'autres en dehors de l'institution, mais en ramenant beaucoup de vétérans. Donc c'est très plaisant et de très belles rencontres. J'ai vu qu'effectivement, vous faisiez des événements régulièrement, notamment le Veterans Day ou quelque chose comme Oui, c'est ça? ça. Il y a le V-Day se fait généralement autour du 11 novembre, Mmh. où on réunit pour le coup un grand nombre de vétérans qui sont passés sur notre chaîne, des partenaires, d'autres personnes qui réalisent des vidéos, qui publient des ouvrages en lien avec l'institution. Et l'idée, c'est de réunir tous ces gens-là pour faire des échanges, des petites interviews sur le moment avec Mmh. des anecdotes chouettes, et puis des jeux. On utilise des quiz historiques ou même les jeux vidéo qui se développent pas mal. Tu penses à quel jeu vidéo en particulier, par exemple? Bah, c'est vrai que là, la première année, les gars essayaient de jouer de manière très, TTA, donc on va dire, la manière dont on commande à l'armée ou du moins dont on apprend à commander Mmh. avec des cadres d'ordre très précis, et ils essayaient de jouer, alors je sais plus à quel jeu, à Counter Strike Arma 3? ouais, enfin Mmh. vraiment un jeu de guerre de FPS classique de tir, mais Mmh. en imposant des carcans, des Mmh. cadres d'ordre, et on se rendait compte que ça fonctionnait absolument pas dans le jeu vidéo. Et c'était très drôle de voir, je sais plus, il devait y avoir Mike Echo qui jouait avec Alex Frenssas et Mmh. Cyril Chaboun et Alban Lenoir, et c'était assez fou. Déjà de mélanger toutes ces personnes et puis de les voir tester des techniques réelles dans un jeu vidéo. Bah, c'est vrai que je sais que Mike Echo et Alex Frenssas, régulièrement, ils Ah font des oui, vidéos avec ouais, Gameology où ils commentent oui, des jeux c'est vidéo très, très drôle et on voit d'ailleurs. justement, bah, ce décalage entre, la réalité et le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, le Pax, il peut tout faire, courir, sauter, taper un Ouais, 100 mètres, tirer derrière, alors que, bah, dans la réalité, normalement, avec tout l'équipement, déjà en arrivant au combat, bon, il est déjà sec c'est vrai. physiquement. Ouais, Mmh. c'est vrai. Voilà. Bon, là, c'était Mmh un mh. petit peu plus léger, moins, on rentrait moins dans le détail, mais dans l'esprit, c'est vrai qu'on se rendait compte que ça ne fonctionnait absolument pas. Mais c'était très drôle, ouais. Bah, Vétérans de France, donc qui aboutit à un livre qu'on Oui, voit juste ici. Je oui. mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Donc, Vétérans de France, ceux qui ont servi. Parce que tu peux justement présenter un peu ce Oui, livre? bah, alors l'ouvrage, l'idée c'est de reprendre une dizaine de témoignages de la chaîne, sachant que les témoignages vidéo qui sont proposés sur la chaîne durent entre voilà, une petite heure, enfin une petite heure en moyenne, mais il y a beaucoup de rush. Donc on Mmh. retrouve, là on a voulu retranscrire le témoignage dans sa globalité, en ajoutant aussi des choses qu'on n'avait pas pu mettre dans la vidéo. Et c'était surtout l'idée de transcrire toutes ces vidéos dans un ouvrage, de coucher Mmh. dans l'encre et avec des mots sur du papier, du vrai papier, ces témoignages, parce que les vidéos YouTube, pour l'instant, elles sont là. Quand le super serveur lâchera et qu'il y aura un Mmh. blackout total, il restera les livres. Et ça nous tenait à cœur, puis d'avoir un objet physique. Mmh. Donc c'était préfacé par Patricia Miralles, on l'a coécrit avec Louis Saillant. Et puis on a retravaillé avec cette dizaine de témoins. Donc on a Pierre Flamand qui a fait l'Indochine, Thierry Prignot qui était à Marignane, on a justement Mayol ou Moyave qui ont depuis écrit leurs propres ouvrages sur Mmh. l'Afghanistan ou la police. Il y a Marius, il y a Aton, Ah, c'est vrai Cyril que on voit Chaboun. quelques têtes, Ouais, bien connues ici. c'est ça. Je reconnais Alex Frenssas au Oui, début, ouais. Hatton, en haut à droite, Marius, qu'on voit juste ici
Voilà, et de 2-3 autres, donc j'imagine les vétérans C'est de. ça. En fait, l'idée, c'est d'avoir quelques noms connus pour le public Mmh. qui aime aller suivre. Le deuxième effet qui se coule et la plus-value essentielle, c'est aussi d'apporter les récits d'illustres inconnus. Parce qu'en Mmh. fait, l'armée, c'est essentiellement ça, d'illustres inconnus qui ont des histoires extraordinaires. Donc, du coup, il y avait quelques têtes d'affiche qui permettaient de lancer le projet et puis ça nous permettait aussi de les découvrir d'une autre manière. Mmh. Et puis ensuite, ça ouvrait la porte et ça permettait aussi à des gens peut-être qui osaient pas. Ça permet aussi à beaucoup de familles, c'est surtout souvent ça, ouais, des familles ou des proches de ces gens-là, qui Mmh. eux veulent pas témoigner, qui voient d'autres personnes témoigner, qui se disent: «Mais en fait, moi aussi mon père, mon frère, mon fils ou mon époux a quelque chose à ou mon épouse a quelque chose à raconter et tiens, je vais contacter, Vétérans de France». Ouais. Alors, j'ai adoré le projet parce que déjà, bah, vous redonnez la parole Mmh. aux vétérans et je sais qu'en France, on a un rapport culturel aux vétérans qui est pas du tout le même que celui aux États-Unis, par exemple. Aux Oui, c'est États-Unis, vrai. le vétéran a une place qui est presque institutionnalisée dans la société. Oui, Vous avez des files d'attente, dans les cinémas qui sont réservées à ceux qui ont servi dans l'armée, quelque chose qu'on peut absolument pas imaginer en c'est France. vrai. C'est reconnu dans la société, dans le pays, le fameux, «Thank you for your service». Oui, ouais, Voilà, ouais, c'est, ouais, en France, c'est assez rare qu'on dise à un c'est vrai. militaire, «Bah, merci pour ton service». Non, c'est vrai, c'est vrai et du coup, très modestement et à Mmh. toute petite échelle, c'était aussi ce projet de la chaîne, du livre et cetera, Mmh. d'essayer d'arriver doucement vers ça et on le remarque d'ailleurs, un petit peu, à titre personnel, je le remarque de temps en temps, ça m'est déjà arrivé une fois ou 2 à un mariage ou un truc, que les gens aient cette petite phrase, que j'avais Mmh. rarement entendue en France et c'est vrai qu'on a des retours on le voit sur les mails, les commentaires et cetera, de gens qui remercient, les Mmh. témoins à chaque fois pour chaque témoignage, pour les services rendus. Donc j'ai envie de dire que, voilà, on participe très modestement à cela, mais si un jour on y arrive, ce serait une belle Mmh. réussite. Bon, j'imagine qu'aussi c'est assez spécifique à la France qui a comment dire? Un rôle culturel avec son armée qui est pas forcément le même que celui des États-Unis. Oui, bon, Ce qui est assez dommage parce que l'armée, c'est l'émanation de la société, quelque part, c'est le reflet de la société et oui, ça ne devrait pas être une institution séparée de la société, non. chacun dans son monde, chacun dans sa ligne d'eau, les 2 qui se regardent parfois un peu en chien de faïence, parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a cette méfiance réciproque à la fois du Ouais. militaire qui sont incompris par le civil et du civil qui dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce monde?» Ouais, c'est ça, en tout cas, c'est un peu l'idée effectivement, encore une fois, le vecteur numérique, alors il y a le Mmh. livre certes, mais le vecteur numérique, pour l'instant en tout cas, permet de toucher, des gens qui auraient jamais, et ça on a eu des retours d'ailleurs, qui auraient jamais Mmh. imaginé qu'un militaire puisse être amené à faire ça ou ça ou Mmh. ça et nous, ça nous semble normal en fait, parce qu'on vit dans ce microcosme, on y a travaillé, en fait, on a l'impression que tout le monde connaît le nom du chef d'état-major de l'armée de terre, et que tout le monde, mais non en fait, Mmh. nous on le sait, mais là, la majorité des gens malheureusement ne le savent pas vraiment et ce décalage-là, il est frappant quand on quitte Mmh. l'institution, d'une part, et d'autre part, quand on tente de se lancer dans une aventure comme celle de Vétérans de France et qu'au début, on se rend compte que les gens découvrent en fait des choses qui nous semblaient tout à fait, Mmh. logiques. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans Vétérans de France, c'est le fait que alors, bah, vous donnez la parole forcément à des forces spéciales parce que c'est un peu on va dire Oui, la 1re façade de oui, l'armée, hein. C'est je pense que tous les jeunes qui ont joué à Call of Duty, eux, ils ont l'impression qu'on fait que dans l'armée, on fait ça quasiment c'est tous les vrai. jours. Bah, justement, l'une des dernières interviews que vous avez fait sur Vétérans de France, c'est celle d'un mécanicien Oui, qui a pourtant un rôle aussi important, j'ai envie de dire que le force spéciale parce que sans lui, en fait, il y a pas d'armée, tout s'écroule. ouais, J'avais beaucoup aimé cette démarche de dire: «Attention, l'armée, c'est pas juste le mec qui est au bout du fusil. En fait, derrière le mec qui tient le fusil, il y a toute une chaîne de personnes qui sont invisibles, mais sans lesquelles, si jamais vous les retirez, tout l'édifice mmh. s'écroule». Ouais, ouais, tout à fait, c'est très juste et ça me tenait particulièrement à cœur puisque Mmh. c'était mon domaine et que c'était un des gars que j'ai eu la chance et l'honneur de commander et qui a servi ici d'ailleurs, dans Mmh. ce lieu, entre autres. Et l'idée, c'était, ouais, de proposer un mécanicien qui a des actions, tout à fait, extraordinaires en opération. Mmh. Peut-être pas pour celui qui a vécu l'épreuve du feu 10 fois, mais pour le grand public justement, Mmh. encore une fois et même en fait pour, le militaire qui ne connaît pas grand-chose à la maintenance parce qu'il y a plein d'anecdotes Mmh. assez folles et c'était effectivement cette idée de montrer que, voilà, il y a toute cette maintenance, que ce soit sur l'armement, sur les transmissions, sur les brouilleurs, sur les véhicules et que tout ça, c'est plein de métiers différents Mmh. qui cohabitent, qui travaillent ensemble au profit, de l'opérationnel et que Mmh. d'ailleurs ces gens-là sont parfois intégrés, dans les unités alors ils sont opérationnels aussi, c'est pas le bon terme, mais on va dire dans le milieu combattant, on va dire, un milieu plus offensif, il leur arrive d'être intégrés parce qu'il y a toujours besoin d'un élément de dépannage, d'un élément de réparation et c'est des gens qui ont pas à rougir, c'est des gens qui bossent énormément dans l'ombre, Mmh. qui sont méconnus et Vétérans de France, c'est effectivement pas que, les forces spéciales, Mmh. c'est aussi bien sûr, des parachutistes, de l'infanterie, classique, des gendarmes, policiers et cetera, Mmh. mais de la conventionnelle et dans la conventionnelle, dans l'armée conventionnelle, certes, il y a la mêlée, l'appui avec les sapeurs et cetera, mais il y a aussi le soutien avec Mmh. les logisticiens et les maintenanciers notamment. Mais c'est vrai que j'ai 2-3 souvenirs de, bah,
Une fois que la mission était finie, tout le monde rentrait se reposer Oui, et en fait, eux, ils continuent à bosser. c'est En ça. fait, eux, leur mission, elle vient à peine de commencer et s'il faut bosser toute la nuit pour qu'à 5 heures du matin, le VAB, il soit opérationnel pour repartir, et ben, ils vont bosser toute la nuit, c'est pas des semaines de 35 heures, Non, qu'ils font, au milieu du et désert, hein. c'est très juste et c'est Mmh mh. rigolo parce que effectivement, quand on est en école ou quand on est en unité en France, et qu'on n'est pas issu du milieu de la maintenance, on ne s'en rend pas forcément compte. Mmh. Et dès qu'on part en opération, et là, moi, je me rendais compte, même première OPEX, avec donc première opération extérieure avec mes camarades lieutenants de la cavalerie, de l'infanterie, etc. Ils ont vraiment découvert, et ils étaient souvent chez nous parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ces gars Mmh. sont incroyables, sont particulièrement, en fait, conditionnent totalement le domaine Mmh. opérationnel et ils ne s'arrêtent jamais. Parce que même, par exemple, au Mali, quand une compagnie vient avec ses véhicules pour partir en mission en convoi, les mécanos mettent tout à jour, réparent ce qui va bien, et cetera. Les gars partent. Une autre compagnie qui va partir un peu plus tard arrive, donc ils commencent à tout réparer, et cetera également. Les autres reviennent, se reposent et les mécanos là enchaînent avec une troisième qui va Mmh. partir. Donc ouais, en fait, ça s'arrête jamais et ça, on peut vraiment pas leur enlever au milieu des effluves, d'huile moteur et de la graisse mécanique. Les gars ne s'arrêtent jamais et ont vraiment ce culte de la mission. Servir pour rendre, les opérationnels, leur permettre d'être les plus aguerris possible quand ils vont partir en mission, Mmh. quoi. Et d'ailleurs, bah, c'était une de mes questions. Qu'est-ce qui, toi, t'avait motivé à redemander l'arme du matériel Ah. en tant qu'officier? Alors moi, j'ai un cursus d'officier, qui te rappellera bien quelque chose, donc d'officier sous contrat encadrement, Mmh. c'est-à-dire officier d'active, officier des armes, mais sous contrat et en cela, on pouvait choisir notre arme, avant Mmh. d'intégrer, Queue-de-Quidan et j'avais choisi le matériel, d'une part parce que j'avais quelques connaissances dans le milieu, de par la région où je vivais, qui avait un RMAT, près de Lyon, qui était, assez prégnant. Mmh. Et ensuite, il y avait cette réflexion aussi que le jeune lieutenant, mais comme tous les militaires de l'arme, du matériel, part en OPEX, tout de suite, longtemps Mmh. et très souvent et je n'ai pas été déçu et cette idée de partir, à l'aventure, tout de suite avec des gens, un peu indispensables, mais en même temps un petit peu en retrait donc ce travail un peu de l'ombre, que les gens savent pas trop ce qu'ils font, ça me Mmh. plaisait aussi, cette idée-là et Mmh. enfin, il y a quelque chose de particulier dans le matériel, c'est qu'il y a des techniciens civils aussi, ce qui Mmh. permet de garder un esprit assez ouvert, une connexion avec le monde civil, peut-être encore plus qu'ailleurs, que je trouvais, intéressante et quand j'ai eu la chance et l'honneur de commander une compagnie, sur les 150 bonhommes, il y en avait un bon quart qui étaient des techniciens civils et ils participaient d'ailleurs pour la majorité aux activités de Mmh. cohésion, et cetera. On les faisait venir sur le terrain parfois et je crois que ça apportait, quelque chose de très complémentaire aux militaires. Mmh. En plus du fait qu'ils assuraient, les actes de maintenance au régiment quand le militaire était en opération, ce qui arrivait à peu près constamment, c'était un peu la base arrière technique. Mmh. Mais en plus de ça, il y avait un état d'esprit, qui me plaisait bien. En plus, c'était civils de la défense, donc des civils qui vivent dans la société civile sans être militaires, mais qui ont un gros prisme, militaire et qui sont en fait de bons ambassadeurs. Et certains étaient réservistes d'ailleurs, donc OK. il y a vraiment Bah, c'est assez sain, je je voulais te trouve. demander, c'est pas trop compliqué quand même comme population gérée? Parce qu'ils ont peut-être pas forcément le même culte de la mission que des militaires Mmh, ou en tout cas dans alors le rapport à la chaîne mmh, hiérarchique, c'est pas le même? ouais, c'est vrai que quand il y a les syndicats au bureau tous les matins. Non, non, je rigole. Non, C'est non, non, en fait, c'est une histoire de personne plus qu'autre chose Mmh. et j'ai envie de dire que le culte de la mission, ils l'avaient, enfin, ils l'ont, hein, puisqu'ils Mmh. sont toujours là. Ils l'ont, certains plus que d'autres, certains moins que d'autres, mais en fait, moi, l'exemple frappant, ce qui me permettait de prendre la température, c'était les couleurs. Les couleurs du régiment, quand j'y allais en compagnie, bon, les militaires, la question ne se pose pas, mais les civils Naturellement. n'étaient pas obligés de se Mmh. rendre aux couleurs et la plupart du temps, il y en avait quand même la majorité. Mmh. Donc, cela me laissait penser qu'ils n'étaient pas là par hasard. Le civil est peut-être moins contraint à l'opérationnel, on va dire direct. Mmh. En régiment, c'est vrai qu'ils travaillent en fait, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que ces civils, ils travaillent dans les mêmes, ateliers que les militaires. En fait, en optronique, chez les brouilleurs, Mmh. dans les ateliers d'armement, quand on passe, il y a le militaire qui travaille sur l'arme avec le civil qui est à côté. En fait, ils travaillent Mmh. après quand ils sont en opération, les militaires sont juste entre militaires puisque les civils ne Mmh. sont pas projetables, sauf s'ils sont projetés sous un statut de réserviste, ce qui est déjà arrivé aussi. D'accord. Mais travaillent vraiment ensemble, donc je pense qu'il y a aussi une camaraderie qui se Mmh. développe et qui rejoint un peu tout ça, le culte de la mission, la camaraderie, les couleurs Bah, et les pas de raisons droit pour de lesquelles retrait, on quoi. rejoint l'armée, quelque Ouais. part. Ouais, ouais, tout Mmh. à fait. Et toi justement donc, on a vu pour l'arme du matériel et pourquoi l'armée en particulier? Qu'est-ce qui a motivé ton choix de Ah! t'engager Pourquoi dans l'armée? l'armée? J'ai la chance d'avoir eu mon père qui était prof civil aux écoles de Saint-Cyr, où je suis né, Mmh. enfin, à cette période et il était en Ouais, tu en étais poste là-bas. destiné à être officier? Mais j'étais absolument pas, destiné. Effectivement, moi, le déterminisme, c'est vraiment pas un truc auquel je crois. Mais
Par contre, l'anecdote est marrante quand, 20 ans après, enfin 25 ans après, il est venu au baptême promo, à Couët-Quidan où il enseignait et il a gardé enfin, il a conservé les noms de certains de ses élèves, à l'esprit. Mmh. Bon, mon parrain officier que j'avais retrouvé à l'université, on s'est rendu compte que c'était un de ses anciens élèves. Enfin, c'est assez Mmh. rigolo, quoi. Donc il y a eu ça, d'une part. Tu avais déjà grandi dans un environnement Voilà, qui était favorable, à ton favorable, intégration. inconscient mais favorable. Après, on regardait le 14 juillet, tous les ans, où il me disait: «Bah, tiens, regarde, là, c'est les Saint-Cyriens sont mes élèves», et cetera. Donc Mmh. ça a nourri, je pense, Ton imaginaire? voilà, l'imaginaire. Après, on regardait les films de Errol Flynn, les films, de Robert Taylor, là, Les Chevaliers de la Table Ronde, Ivanhoe, et cetera. Donc je pense Mmh. qu'il y a aussi cet idéal du chevalier, de l'officier, du militaire. C'est intéressant parce que c'est un point commun que tu as paradoxalement avec Benoît Saint-Denis, qui lui Ah aussi voilà, avait nourri toute son proportion, imaginaire, ouais, toute proportion toute gardée évidemment, proportion gardée. mais lui aussi effectivement avait nourri son imaginaire de chevalier. Oui, c'est Je vrai. sais que les Oui, chevaliers, j'ai c'est déjà un thème, entendu dire ça. Mais je ça pense que c'est en fait, je pense lui, le dit, il est extrêmement visible et c'est mmh un excellent porte-parole de cela et ça doit concerner la majorité des mh. militaires et des officiers, peut-être en particulier, parce que ce petit imaginaire collectif, mais je pense que ça conditionne Mmh. inconsciemment l'engagement, ouais, parce qu'il y a aussi des valeurs. On retrouve Mmh. des valeurs dans ces Bah, celle de dans la ces chevalerie, ouais, celle ça, de la chevalerie et quand je disais Errol Flynn, ouais, Robin des Bois, même les pirates, mais il y a les pirates, les corsaires, il y a toujours un code d'honneur, mmh d'un côté ou de l'autre, même chez les méchants. même chez les C'est pour méchants ça que même les qui troupes de marine ont un code d'honneur. spéciale dédicace aux troupes de marine. Je plaisantais, voilà. Mais oui, Makiko, ne tapez pas s'il vous plaît. donc je pense, voilà, il y avait ça, le cinéma et puis, la découverte en fait, au départ, moi, je voulais enseigner et je pensais peut-être être enseignant et réserviste. J'avais fait un peu de réserve en gendarmerie aussi, donc voilà, je me posais quelques questions et finalement, j'en suis arrivé à travailler sur un auteur que tu connais bien, qui s'appelle Jean Lartégui. Excellent, bah, que oui, nous avons ici, Oui, voilà, voilà, qui en fait, destination. je pense lui a pleinement conditionné mon engagement. Je veux dire là, on est passé au niveau supérieur et si aujourd'hui je devais parler de qui m'a poussé à m'engager inconsciemment, je pense que c'est Jean Lartégui. Je ne le connaissais pas, je travaillais sur Jules Verne d'ailleurs à l'époque Mmh. et puis finalement, j'ai fait un autre master en lettres et le professeur avec qui je voulais travailler, sachant que j'envisageais un engagement, m'a dit: «Tu devrais», il m'avait dit, très texto, il m'a dit: «Tu devrais regarder qui est Jean Lartégui, je pense que ça te plairait». Et à l'époque, on parlait pas trop de la littérature militaire et cetera, ou en tout cas moins qu'aujourd'hui. Et en fait, j'ai trouvé, en chinant, dans les vieux bouquinistes, les éditions de Lartégui, avec les centurions, les prétoriens, le mal jaune, les mercenaires, et cetera. Et c'était extraordinaire et mon professeur de fac m'avait dit, «Mon père, se levait très tôt le matin et buvait du petit lait en lisant Lartégui», enfin un truc comme ça. Et je m'étais Excellent. dit: «Mais qui est ce Lartégui?» Et en fait, oui, je suis tombé éperdument amoureux. On a orienté tout le mémoire, toutes les recherches universitaires Mmh. sur son œuvre, sur l'idéal de Jean Mmh. Lartégui et Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle comme ça, «L'idéal» de Jean oui, Lartégui, oui, oui, il y a un livre que maintenant que tu en j'ai dis. que j'ai commis, il y a quelques années. Mmh. Mais, Ah, c'était toi? oui, oui, Bah, oui, maintenant que tu le c'était dis, effectivement, il est ouais. dans ma bibliothèque et je Ah! peux poser un visage sur Ah oui, l'auteur. ah oui, 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 J'avais pas fait le rapprochement, mais oui, maintenant que tu le dis, c'était une belle opportunité, ouais. c'était une belle aventure et c'est vrai que Lartégui, je pense, voilà, je veux dire chaque phrase du livre, résonne, peut résonner pendant des semaines, Il a une dans mon plume, esprit, c'est une claque. ouais, Il est, ouais. bah, je me retrouve complètement dans ce que tu dis parce que moi aussi j'ai découvert Jean Lartégui vraiment par hasard en chinant Ah bah, dans une petite librairie de Blois où je suis tombé sur un vieux livre comme ça et je me souviens parce que j'avais vu un article du Monde qui parlait de c'était pas après sa mort et qui oui. dit: «Tiens, ça a l'air intéressant», je vais le regarder Oui, comme ça. Et il y a des livres en fait, c'est là où il faut se méfier avec le livre. On l'ouvre de manière très innocente: «Tiens, ça va être un bon bouquin, je vais le lire» et en fait, c'est une énorme claque ouais, c'est dans la vrai. fif. Puis après, quand on voit qu'il en a Ouais. écrit une cinquantaine, Ah bah, une fois bon, qu'on a mis bah, le c'est pied parti. la main dans Bah l'engrenage, oui, c'est terminé, ouais, parce c'est que l'Artégie, c'est plus de 50 ouvrages traduits dans mmh plus de 12 langues. C'est un prix Albert Londres, en 55 de mémoire. C'est un film aussi, les gens parfois connaissent plus le film, mh. avec Alain Delon et Anthony Quinn, Oui, qui oui, joue oui. dans, Les Centurions, Mmh. sachant qu'Anthony Quinn joue un personnage en fait, dans les Centurions et les Prétoriens, dans le diptyque, le personnage du colonel Raspegui qui Mmh réunit mh. ses officiers, voilà, qui Qui est sont un peu défaits en inspiré de Indochine. Bijard, qui Oui, c'est ça. En fait, il est mmh mh. il est il est totalement inspiré de Bijard. C'est revendiqué, c'est assumé et donc Raspegui, c'est Bijard, qui était un ami de Lartégui et dans le film, Anthony Quinn joue Raspegui, mais donc il joue Bijard et il Mmh mh. écrira ce petit mot à Bijard, «Vous l'avez vécu, je l'ai joué» et extraordinaire, Mmh mh. extraordinaire
Et donc ce film, ouais, et puis ouais, Alain Delon et Anthony Quinn dans un film sur l'Indochine et l'Algérie, c'est quand même panache. Complètement. Euh, Alors, j'avais ouais. entendu que Jean Lartigui n'était pas forcément très satisfait du film, Ouais. mais je pense que d'un point de vue cinématographique, juste pour, encore une fois, pour Oui, le oui. plaisir d'avoir les deux, ça vaut le coup de le regarder. Oui, c'est chouette à regarder. Après, c'est sûr que à côté du roman, Mm. ça semble beaucoup plus épuré, pour plein de Mhm. raisons qu'on imagine bien. Ça reste un réel plaisir. Et c'est intéressant de voir que c'est par la littérature, quelque part, que tu as été amené à l'armée. Et Mm. je me souviens de tous les militaires que j'ai rencontrés, à chaque fois, j'avais, je sais pas, dans une classe de 30 militaires, j'avais 30 raisons différentes de s'engager. Oui, Et je leur disais, bah voilà, il y en a qui sont venus, ils l'admettent eux-mêmes parce qu'ils ont vu la lumière, d'autres pour des raisons oui, d'argent, ça peut être le cas aussi. Même si oui. normalement, quand on fait ce métier, c'est parce qu'on vient chercher quelque chose dans l'armée qu'on n'a pas dans la vie civile. Ouais, Et il y a ceux qui viennent, bah, dans ton cas, avec la littérature. Donc c'est vrai. c'est assez intéressant. Ouais, c'est ça, Mm. avec littéralement cette camaraderie effrénée, exacerbée, c'est ces gars qui sautent sur Dien Bien Phu alors que la position est Mhm. perdue à un grand repas avec son épouse, et puis il lui dit bah chérie, je vais sauter sur Dien Bien Phu, et puis les gens comprennent pas, et c'est vraiment Mhm. vraiment chouette. Et puis c'est très abordable, je veux dire, ça se lit de Ah, manière très fluide, oui, c'est très bien écrit, c'est c'est très pas du vif, Balzac, ouais, mais c'est voilà, mais ça reste ouais voilà Mhm. très bien écrit et très dynamique en même temps. Et puis surtout, ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, dans les années 60, quand les Mhm. ouvrages étaient publiés, les gens arrêtaient l'Artéguy dans la rue pour un autographe, quoi. Et ils vendaient autant, ça j'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer, toute proportion gardée. Aujourd'hui, c'est les ventes de Musso Mhm. ou autres, quoi. Je veux dire, c'était vraiment une superstar, c'était des best-sellers, quoi. C'était des Dire qu'on est best-sellers. passé de l'Artéguy à Musso, Voilà, de la les temps littérature de changent. guerre à la littérature C'est sentimentale, ça. un peu Voilà, l'un drôle. n'empêche pas l'autre, mais ce qui est sûr, c'est Mhm. qu'aujourd'hui, peu de gens savent qui est l'Artéguy, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était vraiment, encore une fois, le super auteur de best-seller. Et en plus, il évoquait des périodes plus ou moins contemporaines de la société, avec des engagements. Mhm. Il était grand reporter pour Paris Match, après il y a eu le Vietnam, lui, il a beaucoup parlé de l'Indochine. Bah, c'est lui qui a quasiment chaque guerre qu'il a fait, il avait écrit un livre dessus. C'est Ouais, c'est sur la guerre ça. de Corée, Ah oui, les les mercenaires en Corée. mercenaires, Ce incroyable. qu'il faut savoir, c'est que pour la Corée, il s'était réengagé comme lieutenant Mhm. pour, alors, je sais plus si c'était pour Paris Match ou une autre revue, pour faire des papiers. Il était blessé en Corée, et ensuite il a écrit cet ouvrage extraordinaire qui est Les Mercenaires. Alors, moi au début, quand je ne connaissais rien, je pensais que c'était une trilogie, les Centurions, les Prétoriens, les Mercenaires. Mhm. Quand j'ai fini les Prétoriens, j'ai avide d'ouvrir les Mercenaires. Au début, j'étais très déçu de ne pas retrouver les personnages, et après j'ai découvert d'autres personnages Mhm. extraordinaires. Et c'est vrai que ces engagements du bataillon français en Corée, avec Monclar, etc., c'est aussi très méconnu, Mhm. et ça mérite le détour. Complètement. Avec cette histoire du bataillon français qui est un peu sacrifié par un général américain qui Ouais, cherche les c'est vrai étoiles que c'est Colline, les 2 sur les collines, collines. donc Bah, ouais, donc l'Artéguy, vraiment, on ne peut que recommander. mhm. Et pour l'anecdote, grâce à voilà, quelques publications sur, Jean Lartéguy et quelques articles dans des revues, me suis retrouvé à échanger avec, le général David Petraeus. Le chef des armées des C'est États-Unis? ça, lui était chef de l'OTAN en Afghanistan, il a commandé le Surge en Irak, et il a commandé la CIA. Il a commandé la CIA, et ce gars, alors je suis Mhm. pas sûr que ce Ah soit bah lui au d'ailleurs, c'est départ. Oui, celui alors qui avait ça rapporté la c'est photo, donc c'est oui, une photo qui t'avait dédicacée. ouais, c'est ça, ces trucs C'est très américains d'officiers américains, je pense, de d'envoyer une dédicacer ses photo propres photos, dédicacée, qui a trouvé une bonne place dans le bureau. voilà. Je voulais la mettre dans le salon au Tant que c'est départ, pas à côté mais des toilettes, et du c'est coup, non, non, et j'en suis, bah, de me dire mmh. que le gars a commandé la CIA, je veux dire, dès qu'on voit un film ou une série où il y a la CIA, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée, même s'il n'y est pas resté très longtemps. Et donc, ce qui est rigolo avec Petraeus, c'est qu'il était, alors déjà, il est très francophile, Mmh. extrêmement francophile. Il a beaucoup admiré les tactiques de guerre insurrectionnelle déployées par l'armée française en Indochine et en Algérie. Il a réécrit des parties de la doctrine américaine en s'inspirant des récits de Jean Lartéguy, qui lui-même s'inspirait des savoir-faire de Bijard et les transcrivait Mmh. dans ses romans de manière tellement réaliste qu'on pouvait les appliquer. Mmh. Et Alors pas forcément sur la torture qui, bah, un peu le non, point noir, non, là-dessus, mais on va mais dire plus, vraiment ouais, la sur ouais, non, l'atmosphère d'ambiance. non, vraiment la tactique de Mmh. guerre de contre-insurrection, avec cette idée où, les Français, contrairement aux Américains justement, s'immiscent dans la population, échangent Mmh. avec la population, sont ouverts, et il était fan de Bijard. C'est pour ça qu'on voit qu'il porte l'insigne, parachutiste, le brevet parachutiste français sur son uniforme. C'est vrai qu'il y a Hem, pour ceux qui ont le sens du détail, il y a un peu ouais, cette petite subtilité, puis on ouais, se demande: «Mais qu'est-ce que l'insigne, c'est ça, para-français c'est vient ça. faire sur la poitrine du général américain?»
C'est ça, le Même grand plus. général américain qui était même, à un moment, Mmh. enfin, je pense qu'on aurait pu envisager peut-être une des présidentielles. Enfin, il était vraiment, Mmh. au summum. C'était le militaire le plus connu, d'une certaine période. Il faisait la une de Time et cetera. Enfin, c'était vraiment puis très, très, apprécié de ses hommes, extrêmement Mmh. apprécié de ses hommes. Et c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de French bashing, de dire, Ouais, bah, les Américains méprisent les Français et cetera, ouais, alors que l'un de leurs plus grands mmh, généraux, en ouais, fait, ouais. rend un peu à César ce qui Ouais, appartient à c'est César, ça, mais je veux dire, Lartigue, il est étudié à West Point, donc l'équivalent de Saint-Cyr, mmh. aux États-Unis, et lui, il avait fait retraduire pour ses officiers, les centurions. C'est son livre de chevet, mais il me l'a dit plein de fois. Il m'a dit qu'il a essayé quand il était même, lieutenant et commandant d'unité, il appliquait, des choses que Bijard avait lui-même mis en œuvre et qui sont traduites de manière romanesque dans les ouvrages de Mmh. Lartigue, sur la manière de fédérer les hommes, casquette Bijard, enfin les choses comme Mmh. ça, Complètement. et Je crois que c'est c'est très un de mes chouette, ouais. passages préférés Ouais. du livre. Ça, faudra vraiment qu'on en parle autour d'un verre de whisky à l'occasion, Oui, parce que ça mériterait. C'est, quand Bijard, pardon, Raspaigui en l'occurrence, oui, bon, si tu m'as Respighi. compris, il récupère son régiment, en Algérie, le Oui, régiment de Vieux-Napelé. On lui a refilé un peu la poubelle de l'armée française, c'est-à-dire tous les gens que les autres régiments ne voulaient pas, on ouais, les a donnés à Bijard, en lui disant: «Tiens, c'est ça. débrouille-toi», et en fait, Bijard va en faire l'un des meilleurs régiments d'Algérie en les soudant avec les sous-officiers qu'il a choisis, les officiers qu'il a Ouais, choisis, et il va créer une boutique qui est juste irrésistible c'est derrière, ça, en montrant l'exemple, en étant légitime, en étant le c'est premier à se ça. laver, en améliorant la nourriture, enfin sur une succession de petits Ouais, tout détails. à fait, ouais. Le sport le matin, j'avais beaucoup aimé, Ah non, ce passage, ouais. c'est exactement ça, et Mmh. moi, je trouvais vraiment, encore aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire Mmh. qu'un général américain, en plus qui plus est, qu'on ait l'OTAN, la les forces armées américaines en Irak et la CIA soient, éperdument, Mmh. amoureux de Lartegui, de Bijard, et je trouve que c'est un beau message aussi, Mmh. justement, en ces temps parfois troublés. Et je fais juste une petite anecdote, puisqu'on se trouve au quartier Chassepot, comme on le disait au début, que les Américains aussi en opération ont beaucoup d'admiration pour les maintenanciers, du matériel, français, pour le sustainment. Le fameux Heu, système B, ouais, où on est ouais, ouais, capable de tout c'est réparer avec ça. rien. Eux, ils claquent des doigts, il y a un Chinook, qui arrive avec, un véhicule, pour remplacer celui qui est en panne. Moi, Un j'exagère un Chinook, peu. c'est un hélicoptère C'est ça, un américain pour gros rassurer. hélicoptère avec les 2 rotors là, vraiment Mmh. le truc du Vietnam qui a évolué là avec, Airbus qui est extraordinaire. Et nous, les gars, ouais, se débrouillent, et on va plutôt avoir tendance à dire: «Regardez, on est obligé de se débrouiller et cetera», mais en fait, c'est une véritable force, Mmh. et ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment elle est reconnue, et admirée, de nos alliés, Mmh. et je trouve ça chouette. C'est à l'honneur du matériel. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, bah, on n'a pas les mêmes moyens que les Américains, Mmh. on est obligé de s'adapter, Ouais. mais ce sens de l'adaptation, il force à faire des Ouais. choses un peu extraordinaires, dont ils ne sont pas forcément capables parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ouais, c'est ça, c'est C'est, exactement ça, ouais. Tout à fait. l'environnement concurrentiel fait que, C'est ça. naturellement, on est obligé Après, on de pourrait s'améliorer. continuer encore en parlant des rations de Les combat, fameuses rations mais qui bon, s'échangeaient, voilà, 3 pour 1 en c'est Afghanistan, ça, c'est ou même contre du matériel, quoi. Les rations françaises qui étaient tellement, étaient bien c'est meilleures vrai. que les autres, ouais, ils échangeaient ça. Alors bon, j'ai pas Ah, fait l'Afghanistan, mais j'ai eu les récits, et ouais, ils échangeaient du matériel, parce qu'eux, ils avaient le matériel assez facilement, les mmh Américains, et ils échangeaient du matos contre des rations de combat, pour changer de leurs, trucs lyophilisés, mh. Je vois même sur des petits détails comme la gestion des chargeurs, par exemple, le soldat américain, il va jeter son chargeur au Ouais, sol, il en prend un autre. c'est vrai, Le Français, on va lui demander de garder son chargeur sur le c'est côté, vrai, de le mettre dans sa poche de délestage parce que ça peut toujours resservir c'est derrière. vrai, c'est vrai. C'est pas du tout la même ambiance. Je reviens sur ce que tu disais justement sur Mmh. cette doctrine. Bah, c'est vrai que les Américains ont aussi une doctrine d'utilisation du feu qui est pas du tout la même que celle des Français. J'ai Oui, l'impression qu'il est beaucoup plus réservée, alors qu'eux, dans le doute, pas de doute, oui, on traite la menace, quitte, c'est vrai. bah, s'il y a des civils à côté, les pauvres malheureusement ils Bah, prennent. Et ouais, c'est aussi ce qui conduit un peu à leur perte, parce que du coup, ils s'aliènent la population c'est indo, alors que ça. chez les Français, on a le souci constant de faire partie de la Ouais, c'est population, ça, de s'engager avec elle. ça rejoint cette doctrine réécrite là Mmh. par Pétraeus, qui s'inspirait de ce que pouvait faire Bijard, en Indo et en Algérie, l'air de rien, et d'ailleurs quand il était en Afghanistan et qu'il appliquait, cela, il a eu de très bons résultats sur la période Mmh. où lui était à la tête des armées, quoi. Il me semble d'ailleurs qu'il y a eu un film sur Netflix, avec, Russell Crowe dans le rôle de, bah, imité de Pétraeus. Ah, est-ce que c'est pas sur McChrystal avec Brad Pitt sur C Netflix? pardon, oui, c'est pas Russell Crowe, c'est Brad Ouais, Pitt, autant pour moi. c'est, C'est ça, où, ouais, il voit c'est ça. justement ce général, et Ouais, il y a plusieurs points communs c'est puisque ça. notamment le fait que tous les matins, il se lève en faisant un footing. C'est ça, c'était Mmh. McChrystal, OK, je crois qu'il a succédé, soit c'était le prédécesseur, soit c'était le successeur de Petraeus en Afghanistan, et c'est War Machine. War Machine, avec Brad Pitt, et Tout à c'était, fait. très chouette. Mmh. C'était très, très intéressant, et puis Brad Pitt était excellent, Oui, dans ce rôle, il a toujours les doigts ouais. un peu Ouais, crochus comme ouais, ça à expliquer, et ouais, en fait, ils intègrent un journaliste dans leur équipe, ouais. et bon, sans spoiler le film, ça se retourne un petit peu contre eux à la fin, Ouais, quand ouais, tout à fait. ouais. Bah, il y a plusieurs, enfin, comme on Mmh fait mh. une petite, dérivation,
C'est la série Generation Kill, Oui. où il y a un Mmh. journaliste des Rolling Stones qui est intégré dans l'unité des Marines. Mmh. Et c'est assez formidable aussi cette série sur J'ai l'invasion de l'Irak. Ouais. Complètement. J'ai jamais vu en entier, mais les extraits que j'ai vus, Ouais, ce que ça pose en termes de soucis de commandement, de problématiques sur le ouais. terrain, de relations entre les hommes, du jeune lieutenant un peu idéaliste qui se Ouais, retrouve coincé entre sa hiérarchie, ses œufs, la c'est ça, situation. ouais, ouais, les manières de C'est commander. Moi, je trouve que c'est Ouais. assez formateur aussi sur le commandement, Mmh. la série. Même si, voilà, toute proportion gardée, on est que les Marines, ils font l'invasion de l'Irak, etc. Mais je trouve que c'était humainement très juste. Mmh. D'ailleurs, en parlant de commandement, c'était quoi un peu à toi ton style de commandement? La marque Malkani, Ah, dans la compagnie Malkani? alors ça a peut-être semblé un peu bateau, mais c'était vraiment le dialogue, quoi. C'était Mmh. le dialogue dans le sens où j'aimais bien réunir mes têtes de chaîne, hein, mes sous-off sup, bon, bien sûr l'adjudant d'unité, les chefs de section, mais aussi Mmh. les adjudants-chefs, et exposer mes idées, mes propositions. Je tranchais, mais j'aimais avoir leur avis, et Mmh. j'aimais bien les tenir au courant au fur et à mesure, en direct, en continu, de ce Mmh. qui se passait, de ce qu'on me demandait, de ce à quoi je réfléchissais, pour pas que d'un coup je déboule avec une poignée d'ordre. Ça, c'était Mmh. vraiment ça. Les recevoir à la maison aussi. On se faisait un petit apéro je sais pas, tous les trimestres au moins, ou tous les 2 mois, et ça, c'était chouette avec tous les sous-off sup. Enfin, vraiment, les sous-off sup de la compagnie, pour moi, c'était vraiment les Mmh. meneurs de guerre. En plus, dans le matériel, il y a quand même beaucoup de jeunes sergents. Il y a beaucoup de sous-officiers aussi dans la spécialité où j'évoluais, Mmh. qui était la maintenance électronique d'armement. Donc, c'est là où il y a tout l'environnement du combattant ou du char. Voilà, moi, j'ai pas les mécanos qui réparaient les véhicules, à peut-être un ou deux programmes près, mais sinon, c'était vraiment l'armement, l'optronique, le brouillage, tout ce qui est Mmh. bactériologique, etc. Et le fait d'avoir beaucoup de jeunes sergents, parce qu'il y a cette formation technique qui impose ce grade, fait que les sous-officiers supérieurs se retrouvaient à commander beaucoup de sergents dans certains. Et donc, du coup, c'est avec eux que je commandais la compagnie, en Mmh. toute simplicité. Mais je dirais ça vraiment, parce qu'en fait, ça semble bateau, et c'est un peu la clé, je pense, pour toutes les entreprises, pour tous les groupes, mais la communication, le dialogue, et prendre en compte la vie, même si on commande et qu'on tranche et qu'on est le chef et qu'on Mmh. assume ça. Et le binomage avec l'adjudant d'unité aussi, qui Mmh. était vraiment, en fait, l'officier adjoint. Finalement, on le voit pas beaucoup. Mon adjoint, il vient, il part en scolarité, il part en OPEX, et on se croise un peu sur le temps de commandement, mais on se voit pas beaucoup. Alors que l'adjudant d'unité, pour moi, c'était vraiment l'un était mon bras droit, l'autre mon bras gauche, quoi, mais l'adjudant d'unité était vraiment le binôme, quoi. Mmh. Bah, c'est vrai que le problème des OA en France, donc des officiers adjoints, c'est que, bah, c'est pendant leur temps d'OA qu'ils doivent faire toute C'est leur ça, formation et mais cetera et du coup, ils peuvent c'est pas le bon vraiment se moment. servir en tant qu'OA, C'est c'est assez ça. compliqué. On se voit quelques mois par-ci, Mmh. par-là, mais puis c'est un moment aussi pour eux de souffler avant de prendre le Mmh. commandement de la compagnie. Bah, on me Heu, disait pour les officiers sarcériens, il y a 2 moments dans leur vie où ils peuvent se marier. C'est avant leur temps de lieutenant et c'est vrai, entre le temps de chef de section et le temps de CDU. c'est vrai. C'est le seul moment où Alors, ils ont un peu de vie, pour eux, avant c'est vrai. d'être plongés dans l'enfer Bon, du c'est pas une commandement. science exacte, C'est mais ouais, il y a Cool. des challenges qui se cumulent parfois, ouais. J'ai vu aussi donc tu avais rapporté, Ah oui, le bouquin d'un influenceur. Bon alors c'est un petit jeune pas trop connu, hein. c'est vrai. Je sais même pas pourquoi on en parle. Voilà, il est Un vaguement connu Bitos. dans le milieu. Un jeune bipède élégant comme Oui, pour c'est reprendre ça, ton expression. c'est ça. Voilà, le chef Pepper et Oui, bah, justement, comment tu as rencontré le chef alors Pepper et Chef Pepper, comment vous avez été amenés à travailler ensemble? c'est vrai. Sacré bon Pax, avant toute chose. Mmh mh. Oui, bah, en fait, Chef Pepper, je l'avais sollicité, lorsqu'on a sorti le livre Vétérans de France, ou un petit peu avant, voilà, bah, voilà, pour lui dire, voilà, nous, ce qu'on fait, ce qu'on développe. Moi, je le connaissais pas, hein. J'avais aperçu par écran interposé une story, une Mmh. story ou une vidéo courte où il résumait la passation de commandement de son commandant d'unité. Donc en fait, ça m'avait interpellé, forcément. Mmh. Et je vais trouver ça génial. Et je me dis, mais qu'est-ce que Mais c'est que c'était avant ça? ou après la tienne? C'était pendant, je crois. Mmh. Pendant. Pendant ou juste avant, non, Mmh. pendant. Et je me suis dit, après, je suis allé voir un peu ses vidéos, et j'ai dit, c'est très drôle, Mmh. ça touche un large public, et c'est très juste, en fait. Il arrivait à allier des anecdotes opérationnelles et la vie de famille, et faire comprendre au plus grand nombre que les deux sont compatibles, Mmh. et qu'il y a des choses terribles, mais aussi des grandes joies dans l'institution. Et il faisait ça d'une manière qui est très subtile, en fait. Mmh. Quand on est dans l'institution, de l'extérieur, on pourrait se dire: «Oui, OK, c'est chouette», mais en fait, non, c'était vraiment Mmh. très, très peaufin. Et quand le livre est sorti, je lui ai dit: «Bah, voilà, est-ce que tu pourrais nous relayer l'ouvrage, en fait, en toute Mmh. simplicité? Qu'en penses-tu?» Et il m'a dit, bah, très gentiment accepté, et il a fait une vidéo qui est très drôle d'ailleurs, sur le livre, où il le feuillette en attendant de se trouver dans les témoignages, et son visage est de plus en plus défait. C'est très drôle, très, très drôle. Il a Bah, vraiment un talent d'humoriste. c'est vrai que c'est ce que j'avais beaucoup aimé quand je l'avais rencontré à votre fameuse soirée, Ah oui, Roadhouse de le fameux la dédicace. soirée qui n'a pas existé. La soirée qui n'a jamais existé, où on n'est absolument pas rentré à des heures, Voilà, tardives c'est ou au ça. contraire, Matinal. trop matinales.
Je le connaissais aussi de ses vidéos, et dans ses vidéos, il a ce côté très humoristique, etc. Et j'avais découvert un autre chef pepper avec plus de profondeur, plus de Ouais. subtilité que sur ses vidéos. Et j'avais beaucoup aimé justement Ouais, cet homme que j'ai découvert derrière la façade publique, qui est c'est ça. celle de ses vidéos. Ouais, c'est ça, quand il était venu parce qu'en fait, on a échangé Mhm. comme ça, après on s'est rencontrés, on s'est vus, il est venu à un événement, qu'on organisait avec l'association et puis, après on a vraiment gardé contact, on a bien accroché et en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut presque même être réservé, qui observe beaucoup. Je pense que c'est pour ça aussi Mhm. qu'il fait des vidéos qui sonnent juste, quoi, parce qu'il a un don d'observation, mais en fait, souvent les humoristes ou les comiques qui font des imitations, ils ont un Mhm. don d'observation parce que lui, il a commencé un peu comme ça à l'école et cetera. Il Mhm. imitait ses profs et cetera. Et je pense qu'il pourrait faire d'ailleurs des sketchs, hein. Un jour, je le verrai bien sur scène, moi. Sur un stand-up, Ouais, ouais, chef ouais. pepper Un stand-up. peu comme Marilyn qui allait au Vietnam. Enfin non, non. Mais non, je crois que pas que il pourrait distraire les troupes, mais je pense qu'il pourrait vraiment apporter quelque chose. Je dis ça Mhm. parce que je lui avais fait, on avait fait Il la fait partie blague. de ces gens qui font Ouais, beaucoup de bien à l'armée, oui, pour le ouais. coup. Et donc le chef Pepper, on en a parlé à plusieurs reprises parce qu'en fait derrière l'humoriste et le gars vraiment drôle, Mhm. et il y a un opérationnel très aguerri, éprouvé, Il a connu euh, l'expérience du qui a feu, il connu le a... feu à plusieurs reprises, qui a perdu des amis, qui sait quelles sont les réalités, les vies. C'est une vie de grandeur et de décadence de l'armée. Enfin, il a vraiment une vraie vision, un vrai Mhm. passif. Et c'est pas juste le rigolo de service. Et ça m'a interpellé. Je lui ai dit, mais il y a quelque chose à raconter, justement. Comme il y a une population conséquente qui te suit, ça permettrait de leur faire comprendre ce qu'est la vie d'un militaire, ce qu'est la vie Mhm. d'un père de famille militaire, d'un époux militaire, et puis aussi comment tu en es arrivé à te présenter aussi publiquement sur les réseaux. Et du coup, au bout de 2 ans, il m'a dit: «Là, je sens que c'est le moment de faire le livre», Mhm. et du coup, on s'est lancé dans cette aventure, et on a eu la chance d'avoir le général Bruno Helouin, qui a mené l'assaut à Verbenia en 95 contre les Serbes pour libérer des casques bleus français qui avaient été pris en otage, qui était son ancien chef de corps au Ouais, deuxième c'était le au CDS 2e à ce régiment. Oui, moment-là, c'était le pour chef le... de section, et Ok. le commandant d'unité, c'était le général Lecointre, enfin, qui était capitaine, Lecointre à C'est fou l'époque. que sur la même embuscade, tu as Ouais. deux grandes figures de l'armée de terre C'est comme ça qui vont ça, se ouais. Puis il y retrouver. avait d'autres personnes, hein. Il y avait le général Loïc Mison, qui est le gouverneur militaire de Paris aujourd'hui, qui était pas très loin aussi, qui était, Mhm. de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, chef de section ou capitaine, et donc qu'il préface le livre, ça donnait aussi une aura, particulièrement forte à l'ouvrage, d'autant Mhm. plus que les traumatismes des combattants, de Sarajevo à cette époque peuvent un peu faire écho à ceux de la Centrafrique qu'a Mhm. connu Pépère, sauf que les gens aujourd'hui qui ont fait la Centrafrique, le conflit ayant été peu médiatisé, ils ont un peu de mal à être compris par la Mhm. société civile. C'est ce que tu me disais, Et c'est que autant l'Afghanistan, bon, c'était quand même ouais, un fait de société majeur. Tout le monde en parlait, notamment après le fameux assaut d'Ouzbine auquel ouais, avait participé Mayenne, oui, enfin tout à fait, ouais. l'embuscade d'Ouzbine. Ouais, Le Mali, on en a beaucoup parlé, mais oui, la Centrafrique, c'est un peu ce conflit un peu oublié, oui. alors que pourtant il s'est quand même passé Ah oui, des choses très très dures là-bas. c'était extrêmement violent. De toute façon, Mhm. pour le coup, Pépère en parle de manière assez libre, et je trouve que c'est aussi une de ses grandes forces. C'est quelqu'un, lui, qui est d'humeur constante, Mhm. quoi qu'il arrive, et ça, je pense que c'est ce qui lui a permis de rester très stable et de rentrer assez sereinement, même s'il y a eu sûrement il y a eu beaucoup de cauchemars, quoi, mais ça lui a permis de tenir, et Mhm. ça a permis à son groupe aussi de tenir. Mais oui, c'est toutes les horreurs qu'on peut imaginer, les pires horreurs, ils les ont vécues, jour après jour en Centrafrique, et Mhm. de manière vraiment poignante avec voilà, après on va pas rentrer dans les détails, mais Non, c'est non, vraiment mais du fait divers sordide en dose maximale en continu, quoi. mais c'est vrai que de tous les vétérans que j'ai eu la chance de croiser, qui font partie de cette génération des années 2010, qui ont connu toutes les grandes OPEX des années 2010, l'Afghanistan, le Mali, Mmh. etc., ils m'ont tous dit, quasiment tous, que l'OPEX la plus dure, c'était la Centrafrique. Et même ceux qui avaient fait l'Afghanistan et qui avaient connu des choses très dures en Afghan, Ouais. pour eux, la Centrafrique, c'était un clic au-dessus. En fait, oui, en termes d'abomination qu'ils ont vu, de vraiment de la nature humaine qui montre le pire d'elle-même, ouais, enfin, des histoires de cannibalisme, de la Ouais. population, Oui. de barbarie, Ouais, de l'histoire avec les massacre. enfants, avec les C'est, femmes, non, c'était voilà, c'était les charniers, enfin, qui, après qui... il y a eu le Rwanda, il y a eu plein d'autres Mhm. choses, mais là, la particularité, c'est que ça a pas du tout été, ou très peu médiatisé, et du coup, il y a une certaine C'est incompréhension ça avec qu'ils ont assisté à des les choses, récits, ouais, des ouais, choses vraiment horribles. ouais, Voilà. Et puis des dilemmes humains où à un moment, il y en a qui se font braquer par des enfants qui oui, pointent avec une arme. Est-ce oui, que je tire ou pas? Il est ouais, en train oui, de menacer ma vie, mais c'est un enfant. Enfin, ouais, des choses qui doivent marquer à vie ouais, et tout à fait, ouais, qui prennent. tout à fait. Pour revenir sur des sujets un peu plus légers, j'ai vu qu'il y avait un autre livre ici, Ah c'est oui. Régiment et base du matériel. Oui. Un ouvrage qu'on a coécrit avec mon camarade Louis de Prémonville, qui était aussi Mhm. du matériel également, qui a quitté. Et c'est édité chez Pierre de Taillac, donc
bel éditeur d'histoire militaire qui fait vraiment Mhm. des beaux ouvrages. Et ça tombe bien puisqu'on est encore une fois dans un lieu où les effluves d'huile moteur évoquées et la Mhm. graisse mécanique ont leur place. En fait, c'est tout l'historique de l'arme, du matériel, avec bien sûr les différents régiments, etc., mais aussi cette histoire du soldat maintenancier, Mhm. avec cette double identité, un peu comme Janus, à la fois soldat, à la fois maintenancier, mécanicien, et puis quelques grands faits d'armes comme la plaine des Jarres. C'est vrai qu'on en parle parfois, mais là, en Indochine, on voit beaucoup de photos de chars, de lourds chars, des chafis, là, au milieu des Mhm. rizières. Mais comment est-ce qu'ils ont pu arriver jusque-là? Sûrement pas par la route. Donc avec cette histoire où les mécaniciens les démontaient, ils allégeaient les avions, ils faisaient rentrer la caisse principale à quelques centimètres de part et d'autre de la carlingue, ils les acheminaient dans les rizières et les remontaient sur place au profit des cavaliers. Mhm. Et tout ça, c'est une très belle opération, une des grandes opérations de l'arme du matériel, qui existe sûrement depuis toujours, puisque quand l'homme préhistorique cassait sa lance, un autre la réparait, les hoplites pareil, Il y avait déjà etc. des matochars à Voilà, je veux l'époque, dire, je à pense que l'époque ça de a la toujours, depuis préhistoire. que l'homme fait la guerre, depuis que l'homme est guerrier, il y a un Mhm. maintenancier et un logisticien qui ne portent pas leur nom. Mais Mhm. en tout cas, les premiers grands faits d'armes qu'on peut identifier, enfin, il y en a peut-être un ou deux avant pendant la Seconde Mhm. Guerre mondiale, notamment pendant la Résistance ou le débarquement de Provence. Mais l'Indochine, c'est vraiment une première grosse action. Après, maintenant, on sait bien tout ce qu'il y a pu y avoir en Afghanistan, au Mali, etc., de manière plus Mhm. contemporaine. Mais je trouve que c'est toujours intéressant. Cet exemple des chars dans les rizières indo-chinoises, c'est assez chouette et c'est un beau fait d'armes, de l'arme, du matériel. Effectivement. Ben écoute, Guillaume, bah, merci pour cette interview qui était absolument passionnante. Voilà, on a parlé littérature, on a présenté des jolis costumes, on a parlé de l'armée de terre dans toute sa C'est diversité. ça, C'est la première fois que je recevais un matochard sur cette chaîne et je suis content parce que, bah, c'était une arme qui est rarement mise en valeur, c'est alors que vrai. pourtant elle est absolument indispensable au fonctionnement de l'armée de terre. Votre livre, Oui. Capitaine Guillaume Malcani, vétéran de France, voilà, je mettrai le lien en description. Si cette interview vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à booster la vidéo, rejoindre la chaîne, etc. Tous les liens des livres seront en description. Euh, un dernier mot pour mon invité, Un dernier mot, merci Benjamin, merci beaucoup. et je vous souhaite une bonne soirée et surtout une bonne lecture.